Formidable, ça fonctionne. Je suis ravie de vous retrouver pour cet après-midi où il va être donc beaucoup question de ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Alors on se souvient de la candidature de Paris qui était portée par cette notion d'héritage qui était vraiment importante. Cet héritage, en quoi est-ce qu'il va réussir à être inclusif? Est-ce qu'il va réussir à être solidaire? Non seulement pendant le temps des Jeux, mais aussi évidemment après les Jeux. Comment est-ce qu'on va faire pour mettre des réalités concrètes derrière ces notions qui sont certes fort belles, mais qui doivent évidemment s'incarner dans la réalité quotidienne des Français? Alors pour en discuter, je suis ravie d'accueillir un formidable panel d'invités. À mes côtés, Quentin Gézel, vous êtes maire de Dugny, vous êtes aussi vice-président de la métropole du Grand Paris, délégué au développement sportif. Marie-Amélie Le Fur, vous êtes présidente du comité paralympique et sportif français. On connaît évidemment aussi votre formidable carrière de sportive. Je ne reviendrai pas sur tous les titres. À vos côtés, Emmanuel Grégoire, vous êtes premier adjoint à la mairie de Paris en charge de l'urbanisme, l'architecture, le Grand Paris, les relations avec les arrondissements et la transformation des politiques publiques. Et à vos côtés, enfin, Stéphane Troussel, vous êtes président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Bienvenue à tous. Alors ma première question, alors j'ai dit qu'on allait essayer d'être très concret, mais finalement elle est un peu abstraite aussi, puisque Emmanuel Grégoire, donc des Jeux inclusifs et solidaires, qu'est-ce que ça veut dire inclusif et solidaire? Qu'est-ce qu'on met comme réalité derrière ces termes? On répond à cette question en prenant des exemples concrets. Il y a deux éléments qui sont fondamentaux et je crois qui unissent tous les partenaires dans l'organisation des Jeux. La première, c'est que ça ne doit pas être qu'une grande fête pour les sportifs et pour les amateurs de sport, mais une grande fête pour tous les Parisiens, pour tous les Français et tous ceux qui voudront se joindre à la fête. C'est essentiel. D'ailleurs, le sondage qui a été présenté, évoqué tout à l'heure, le montre. Les Parisiens, si on ne les convainc pas que c'est intéressant pour eux aussi, ils peuvent se dire finalement on va en subir les effets négatifs. Comment nous aussi on participe positivement à cette fête? La deuxième chose, c'est la dimension héritage. Les Jeux Olympiques, pourquoi on s'est lancé dans cette aventure? Non seulement pour le prestige centenaire de réorganiser une Olympiade, mais d'abord parce que c'est un outil extrêmement puissant de développement territorial et évidemment la Seine-Saint-Denis est pour nous tous le cœur de cette transformation territoriale, mais pour la ville de Paris et pour tous ceux qui sont engagés dans l'aventure, c'est un enjeu d'accélération. Je donne quelques exemples concrets. Grâce au JO, on a un alignement de planètes sur des sujets entre des pouvoirs publics qui n'ont pas toujours la faculté de travailler aisément ensemble, spectaculaire. On fait tout plus vite, on fait tout plus efficacement, on trouve toujours des moyens supplémentaires. Et donc que ce soit dans la dimension infrastructure, dans la dimension mobilité, dans la dimension immatérielle qui était évoquée également. Et peut-être un dernier sujet, parce que c'est à mon avis là que se nourra pour l'histoire le succès des Jeux sur le plan territorial. La question des personnes en situation de handicap, c'est évidemment plus concerné par les Jeux paralympiques. Pourquoi? Parce que les Jeux paralympiques, ils changent le regard dans ce travail d'inclusion d'une société qui mature naturellement, bien sûr. Mais les Jeux paralympiques vont être un accélérateur extraordinaire. Pour donner quelques exemples, je pourrais les multiplier, mais à Paris, il y a désormais 50 clubs sportifs habilités aux pratiques parasportives. Il y en avait 4 il y a 2 ans, 4 seulement. Et donc, pour les personnes en situation de handicap, ça va être un accélérateur, une révolution. Et l'objectif, c'est que ça leur serve. Et dernier point, c'est la question de la solidarité et de la grande précarité. On veut utiliser les JO pour accélérer radicalement et structurellement la question de la prise en charge de la très grande précarité, la prise en charge des personnes en situation de rue. C'est désormais un élément d'héritage dont personne n'imaginait qu'il serait au cœur du sujet. Il va le devenir dans les mois prochains. Nous devons trouver des solutions pérennes. Bref, on travaille beaucoup mieux tous ensemble quand on a des JO à organiser. C'est très agréable et c'est assez spectaculaire la rapidité avec laquelle on avance. C'est intéressant cette notion d'accélération. Je ne sais pas si vous étiez là ce matin, mais c'est le mot qui est ressorti sur les énergies, le mot qui est ressorti sur le logement. À chaque fois, une volonté d'accélérer, de réduire les délais. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez en termes de besoins et d'accélération. Je n'ai plus le pourcentage, enfin si je l'ai, mais je pense que c'est peut-être une erreur. Donc, le pourcentage, l'essentiel des projets de ces JO va se concentrer en Seine-Saint-Denis. Pourquoi ce choix et à quel point il y avait vraiment des besoins, peut-être plus qu'ailleurs, en Seine-Saint-Denis? Stéphane Troussel.
Oui, le chiffre, c'est plus de 80% des investissements de la Solideo, puisque chacun sait, le LGE, c'est à la fois le budget du comité d'organisation et puis le budget de la Solideo. Donc plus de 80% des investissements qui sont portés par la Solideo se déploient sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. Ça, c'est un des axes forts qui avait été posé par la maire de Paris quand elle a décidé d'engager Paris dans la candidature des Jeux, de dire ça doit être un élément de réduction des fractures, de rattrapage territorial, et ça se concrétise, qu'il s'agisse de la construction de logements, qu'il s'agisse de passerelles sur l'autoroute A1, sur la Seine, pour relier des quartiers qui ont été séparés, sur la construction d'équipements sportifs, piscines, gymnases construits, rénovés, de voiries requalifiées, mais aussi d'enjeux écologiques. Je ne sais pas si vous imaginez, mais hier ou avant-hier, je crois, on a démonté le dernier pylône à haute tension qui balafrait le paysage de Saint-Denis et de l'île Saint-Denis. Et donc, avec la construction des immeubles du village des athlètes, eh bien, les derniers pylônes à haute tension ont été démontés, et donc les lignes enterrées. Mais c'est vrai aussi, par exemple, à Duny, avec la délocalisation vers une zone d'activité d'une usine qui, pendant longtemps, était classée Chimirec, qui a été classée Céveso et qui était pourtant située en plein cœur d'un quartier d'habitation. C'est aussi, par exemple, la dépollution d'un terrain, 12 hectares, que le département, pendant des années, a essayé d'obtenir du ministère des Armées. 12 hectares de terrain qui étaient pollués parce que c'était un site un dépôt d'hydrocarbures, que grâce au jeu, nous avons dépollué. Ça va être une entrée supplémentaire du parc départemental Georges Valbon à La Courneuve. Donc c'est l'ensemble de ces éléments qui sont très concrets. Ça, c'est pour l'héritage matériel. Et puis il y a tout l'héritage immatériel qui est aussi un enjeu en termes dont on va parler, ouais, d'activité et d'emploi, d'image et d'attractivité. Ouais. Parce que moi, j'ai vu plusieurs éditions des Jeux. Tous les habitants nous disent, dans les territoires qui ont été concernés, que ça donne de la fierté à leur territoire et aux habitants. On reparlera justement de l'immatériel et aussi du long terme au-delà des Jeux. Juste avant de changer de sujet, ces infrastructures, c'est une occasion de rapprocher des populations aussi. Je pense aussi au transport qui accélère dans le même temps que les JO. Aujourd'hui, c'est un moyen de rapprocher des populations sur ce territoire de l'Île-de-France. Emmanuel Grégoire. Oui, d'abord parce que ces infrastructures, en l'occurrence quand elles sont sportives ou village olympique et son avenir comme quartier urbain, c'est d'abord des objets qui incarnent et qui auront une vie propre. À Paris, nous n'en avons qu'une seule, puisque une seule infrastructure est construite dans Paris. Le reste sera sur des structures existantes ou temporaires. C'est l'aréna de la Porte de la Chapelle. Et pour nous, c'est majeur que ce quartier, qui a beaucoup souffert et qui a encore besoin d'être accompagné, puisse se renouveler radicalement autour de deux infrastructures. L'aréna qui servira encore après, parce que ce sera le stade résident du Paris Basket. Et plus un autre qui n'est pas lié au JO, mais qui va évidemment changer ça, c'est le campus Condorcet, qui sera situé aussi Porte de la Chapelle. Et l'infrastructure est en soi toujours un élément d'héritage majeur au moment d'une Olympiade. Mais ce qui nous intéresse, c'est tout ce qu'on ne peut pas expliquer en détail parce que c'est trop long, mais c'est à la fois du concret et de l'immatériel. C'est la question du renforcement du tissu associatif, c'est la question des pratiques scolaires, des pratiques sportives en milieu scolaire, c'est la question des liens entre le monde de la culture et le monde du sport, etc. C'est tout un écosystème qui se met en mouvement, qui crée de la proximité, qui crée de l'inclusion, qui crée, je crois, beaucoup d'agilité et d'originalité en matière d'intervention public. Et voilà, c'est très enthousiasmant. L'enjeu, c'est de faire en sorte que ça dure un peu au-delà de septembre, quand ça finira 2024. Justement, un des moyens de faire perdurer un peu au-delà, c'est de changer les pratiques et par exemple de réutiliser certains logements ou certaines infrastructures pour les transformer en logements. Par exemple, je pense évidemment au village des médias qui va être sur votre commune de Duny. À quel point est-ce que ça demande de transformer les pratiques, les savoir-faire, les interactions entre acteurs, de penser le long terme dès la conception? On imagine qu'un village des médias qui se transforme en logement, ça nécessite aussi une certaine anticipation.
Quand on pense à un quartier comme celui du village des médias, bien sûr, déjà, il faut penser à tous les équipements qui y sont liés. L'an prochain, ce sont 953 logements qui seront livrés à Duny avec ce village des médias. 953 logements qui seront avec une offre diversifiée en termes de public, de l'accession, du logement intermédiaire, du logement social, de la résidence gérée. Et puis, bien sûr, des équipements comme un groupe scolaire, qui est construit en même temps que ce village des médias, un gymnase, des commerces, des continuités urbaines avec la passerelle au-dessus de l'autoroute 1 qui permettra de relier le Bourget et Duny en piéton ou en cycle. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'il faut penser dès le début. On ne construit pas le village des médias juste pour les jeux, et puis après, on va se dire bon, comment on fait pour faire en sorte que ça puisse devenir un quartier. Non, dès le début, on s'est dit comment on pense un quartier demain après les jeux. La différence avec le village des athlètes, c'est vrai que c'est un quartier qui est conçu, et les logements sont déjà faits sans transformation après les Jeux Olympiques, donc ils pourront être habités beaucoup plus rapidement, c'est-à-dire qu'à l'horizon de décembre 2024, les premiers résidents seront dans ce quartier. Donc on aura un quartier qui va commencer à vivre dans un peu plus d'un an. Donc tout ça, c'est des choses qu'il fallait penser dès le début pour pas qu'on ait un effet qui se coule de se dire bon, qu'est-ce qu'on fait pendant 2-3 ans et qu'est-ce qu'on doit adapter. Non, là, tout est pensé depuis les prémices du projet et tout le monde s'est mis autour de la table pour se dire quels sont les aménagements nécessaires pour que ce soit un quartier de vie. Marie-Amélie Le Fur, je voudrais revenir avec vous évidemment beaucoup plus sur la notion de pratique sportive et de comment est-ce qu'on s'en saisit pour toucher la population autour de grands enjeux, de grandes thématiques, donc évidemment celui de l'intégration du handicap. Comment est-ce que vous vivez ces jeux et quels sont les moyens d'action que vous avez identifiés de plus long terme ? Alors déjà, bonjour à toutes et à tous. Alors nous, en tant que coopérateurs sportifs, on va le dire comme ça, une de nos premières priorités, c'est vraiment d'utiliser ces Jeux paralympiques comme un catalyseur d'accès à la pratique sportive des personnes en situation de handicap. Et là, on ne va pas se le cacher, on partait de loin. On en est encore très loin. Moins d'un Français sur 2 en situation de handicap pratique. En moyenne, un Français doit faire 50 km, un Français en situation de handicap doit faire 50 km pour trouver un club et moins d'1,4% des clubs se déclarent en capacité d'accueillir des personnes en situation de handicap. Donc on avait vraiment besoin d'agir. Et on a pu compter sur cette dynamique des Jeux pour vraiment trouver tout un réseau qui nous a appuyés dans cette ambition, dans ces activités, à commencer par les collectivités hautes qui ont vraiment, voilà, dès l'instant qu'on est arrivé avec des projets pilotes, ont répondu présent, nous ont aidés à déployer ces projets. Mais pardon. Petit à petit, ça s'est vraiment essaimé sur l'ensemble des territoires. Et très concrètement, un des gros projets phares de ces Jeux paralympiques, c'est le programme Club Inclusif. Le programme Club Inclusif, c'est quoi? C'est un programme de sensibilisation, de formation des clubs pour faire en sorte que demain, le mouvement sportif, les clubs sur nos territoires aient beaucoup moins cette appréhension d'ouvrir leurs portes, d'accueillir des personnes en situation de handicap. Donc on leur parle de la situation de handicap et derrière, il y a tout un accompagnement du club qui est mis en œuvre pour aussi travailler cette question du aller vers. Et je pense que quand on essaie de raccrocher des publics éloignés de la pratique sportive, dont font partie les personnes en situation de handicap, cette notion du aller vers, elle est absolument essentielle. Parce que vous avez beau avoir un club qui est accueillant, qui est équipé, qui est dans un équipement structurant en accessibilité, la personne ne vient pas vers le club sportif. Donc cette question de travailler aussi par nos politiques publiques, le aller vers les personnes en situation de handicap, il est essentiel et ça c'est aussi un travail que l'on mène avec l'ANDES, avec les départements de France pour vraiment faire évoluer l'ensemble des politiques publiques pour l'accès au sport des personnes en situation de handicap. Et permettez-moi peut-être une petite escarpade par rapport à ce qui a été dit juste avant, c'est que ces Jeux paralympiques c'est aussi l'occasion de sensibiliser le grand public à la vie des personnes en situation de handicap. Et le président Troussel l'a très bien dit tout à l'heure, si les Jeux paralympiques ont déjà servi à quelque chose, c'est à rendre public le manque d'accessibilité de notre pays. C'est pas la faute des Jeux de Paris 2024, c'est la faute à notre pays, effectivement, qui pendant des années n'a pas suffisamment pris conscience et investi dans l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Et le but, c'est qu'au travers de ces Jeux paralympiques, les choses sont en chance, qu'on mette plus en accessibilité, la mobilité, mais aussi les équipements sportifs. Et moi, je tiendrais vraiment à souligner voilà, des constructions qui sont en train de sortir de terre ou qui le sont déjà et qui ont pleinement intégré la notion de
l'usage des personnes en situation de handicap. Bien évidemment, Prisme, qui va arriver prochainement sur la Seine-Saint-Denis, le complexe de la CIM A3, qui est un complexe parasport et escalade. Donc il y a vraiment une prise de conscience maintenant aussi dans les politiques publiques de cette importance de considérer la personne en situation de handicap, mais aussi de l'écouter pour vraiment développer des choses qui sont en attente de ses propres besoins. C'est intéressant cette notion du aller vers, et c'est très joliment dit. Le aller vers, ça a aussi concerné les enfants de la Seine-Saint-Denis avec des initiatives, parce que je crois qu'il y a un retard certain sur apprendre à nager en fait sur la natation. Donc ce aller vers, c'est aussi vers les enfants de Seine-Saint-Denis, notamment dans votre ville. Est-ce que vous pourriez en dire plus sur ce projet et son rapport avec les Jeux, ou pourquoi les Jeux ont permis de tels projets ? C'est vrai qu'en Seine-Saint-Denis, et je reprends une formule que répète très souvent Stéphane Troussel, un enfant sur 2 qui rentre en 6e ne sait pas nager dans notre département. Dans ma ville, à Duny, c'est 3 enfants sur 4 qui ne savent pas nager. Pourquoi ? Parce qu'on a une carence en bassin sur notre département, sur nos territoires. Alors c'est vrai que là-dessus, plusieurs dispositifs ont été lancés pour rattraper ce retard. La métropole du Grand Paris a notamment mis en place un plan bassin héritage 2024 et a soutenu la construction de plusieurs piscines, notamment en Seine-Saint-Denis, aux côtés des dispositifs qui ont été créés aussi par le département et par la région Île-de-France. Mais plus localement à Duny, moi je suis maire d'une ville où malheureusement je n'ai pas les ressources nécessaires pour construire une piscine, ni même pour la faire fonctionner ensuite, puisque ce sont des millions d'euros chaque année en fonctionnement. Donc quelle solution on a pu trouver ? Eh bien, grâce à Paris 2024, on a pu se mettre tous autour de la table et trouver des solutions mobiles, provisoires, notamment sur les périodes estivales, pour installer des bassins temporaires, pour pouvoir au moins permettre à des enfants d'avoir des cours d'aisance aquatique, d'avoir un premier contact avec l'eau, comment réagir s'ils venaient à tomber dans l'eau, et puis pour certains même apprendre à nager, puisque on a été assez surpris, on a touché cet été à Duny près de 400 enfants, et sur ces 400 enfants, certains en 5 jours ont réussi à faire des premières longueurs. Ce qui est assez surprenant, puisqu'en général, il faut quand même un peu plus de temps. Et donc, grâce à ce type de dispositif, le dispositif 1, 2, 3 nager, on permet de réduire cette fracture territoriale qui est à la fois un enjeu et de sécurité publique, mais aussi de santé publique. Et puis, ça permet surtout de promouvoir une autre pratique sportive que les habitants de ma ville et les plus jeunes générations n'avaient pas forcément l'habitude de rencontrer. Il y a combien d'habitants dans votre ville ? On est 11 000 habitants. Stéphane Troussel, je vous ai un peu coupé tout à l'heure parce qu'on vraiment on parlait plutôt d'infrastructure. Je voudrais maintenant qu'on poursuive sur cette notion un peu d'héritage immatériel. On le voit au travers de la natation, on le voit au travers de ce qui est entrepris dans les clubs sportifs. Est-ce qu'il y a d'autres leviers que vous utilisez ? Vous parliez du milieu associatif. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres acteurs que vous aviez identifiés aussi qui prennent part à ça ? Je voudrais compléter ce que disait Quentin Gézel. Donc c'était 400 à Duny, c'était 6000 sur l'ensemble de la Seine-Saint-Denis, rien que cet été. Et donc un des enjeux, ça sera que au-delà de 2024, eh bien, la puissance publique, elle prenne le relais. Parce que aujourd'hui, ces programmes, ils sont à la fois financés par, pour le coup, le comité d'organisation, par un certain nombre, y compris de partenaires privés, le département de la Seine-Saint-Denis, s'agissant de notre territoire. Mais il faut que ces programmes, ils puissent se poursuivre. Parce que en Seine-Saint-Denis, on avait 2 difficultés. C'est à la fois le manque d'équipement, et là, les Jeux donnent un coup d'accélérateur. 8 piscines construites ou rénovées, au-delà de la piscine, le centre aquatique olympique de Saint-Denis, mais aussi des programmes d'apprentissage, notamment qu'il faut pouvoir développer en lien avec l'éducation nationale quand on les fait sur le temps scolaire, ou avec les collectivités pendant les périodes de vacances. Donc oui, c'est bien, c'est aussi plein d'autres domaines. Les clauses, par exemple, d'insertion que dans toute la commande publique, tous les marchés de la Solideo, on a réussi à instaurer. C'est par exemple aujourd'hui 300 entreprises de Seine-Saint-Denis qui ont obtenu un des marchés de la Solideo. C'est 3000 personnes qui ont été bénéficiaires des clauses d'insertion, donc des personnes éloignées de l'emploi, dont la moitié sont originaires de Seine-Saint-Denis. C'est d'autres programmes. Par exemple, le département a lancé un programme 130 pays, 130 collèges, pour proposer à nos 130 collèges de se jumelé d'une certaine manière avec un pays participant, et donc ça donne lieu depuis la connaissance, la découverte des cultures, des langues de ce pays, jusqu'à l'organisation de voyages scolaires, d'échanges avec des collégiens
d'autres pays. C'est la labellisation, Emmanuel Grégoire citait les chiffres de Paris, de clubs sportifs que nous avons encouragés à développer des sections de sport adapté, de parasport. C'est la construction de prismes, c'est l'ensemble des politiques publiques que nous avons, grâce à ce formidable levier que constitue le jeu, accélérer, développer. Et encore une fois, un des enjeux, ce sera la suite que la puissance publique, notamment, sera capable de donner au lendemain des Jeux. Il faut que ce soit le coup d'accélérateur, mais bien évidemment, il faut que dès maintenant, on imagine collectivement ce qui se passe après le mois de septembre 2024. Je vais être très terre à terre et revenir aussi à des préoccupations beaucoup plus triviales. Ces Jeux, le moment même des Jeux, comment est-ce qu'on le fait pour rendre inclusif ? Comment est-ce qu'on fait pour y faire participer la population, et notamment ces Parisiens, ces habitants de Seine-Saint-Denis, au-delà des billets qui, parfois, il faut quand même le dire, ont des prix un peu prohibitifs, Emmanuel Grégoire ? Alors, d'abord, ce n'est pas vrai que les tarifs... Je savais que je tendais un grand sujet, tout à fait. Non, mais il faut se dire les choses. Quand... c'est en Seine-Saint-Denis. Quand Lady Gaga vient changer au Stade de France, je vous assure que les places qui sont à 3 mètres de la Seine, elles ne sont pas à 25 €. C'est le principe. Ce qui crée des polémiques aussi sur les prix des tarifs de certains dans les festivals. Beaucoup moins. Mais soyons clairs, c'est un événement dans lequel une part importante du modèle économique repose sur des recettes de billetterie. C'est de l'argent public en moins. Deuxièmement, c'est un événement qui concourt à l'organisation générale et à l'attractivité. Jamais dans l'histoire des Jeux Olympiques, il y avait eu autant de billetterie que je qualifierais, et sans jugement évidemment, de social. C'est des masses gigantesques de billets qui sont financés par les collectivités territoriales, par l'État, etc. Nous avons voulu faire en sorte que ces places soient massivement au bénéfice de ceux qui ne pourraient pas, en toute autre circonstance, aller voir des épreuves. Donc il n'y a absolument pas à rougir. Et il y a beaucoup de traits franco-français dans ces polémiques-là. Jamais dans l'histoire, il n'y aura eu des Jeux Olympiques aussi populaires. Et j'espère d'ailleurs que ça inspirera les futures Olympiades. Simplement, le COJO, et c'est bien normal, Paris 2024 a commencé par vendre les billets avant de distribuer les billets gratuits. Et donc, nous préciserons dans les semaines et mois qui viennent la question de la répartition. Combien iront, par exemple, dans tous les réseaux de clubs sportifs, etc. Mais en même temps, tout le monde ne sera pas dans les stades. Tout le monde ne sera pas à la cérémonie d'ouverture, tout le monde ne sera pas dans les épreuves, etc. Et donc, la question, c'est comment on vit ces Jeux. D'abord, un événement, on le rappelle, qui est diffusé à la télévision pour des milliards de téléspectateurs. C'est un événement pour le monde, ce n'est pas un événement uniquement pour nous. Et deuxièmement, je sais que toutes les villes, et moi je parle juste de Paris, mais toutes les villes ont prévu de faire en sorte de rendre ces Jeux inclusifs, de faire en sorte que ce soit la fête pour tout le monde. C'est évidemment toutes les fan zones qui seront créées. Je le rappelle, parmi les spots qui, à mon avis, permettront de vivre les Jeux en étant enthousiaste, en vibrant, etc., ça se situera porte de la Villette au parc de la Villette. Ça se situera dans toutes les fan zones qui seront dans les mairies d'arrondissement, par exemple. Ça se situera évidemment dans les mairies qui relaieront ça. Moi, j'étais, par exemple, je vous donner un exemple. J'étais pas au Stade de France pour France-Nouvelle-Zélande. J'étais place de la Concorde. On était près de 40 000 place de la Concorde. C'était peut-être pas aussi bien, président, au Stade de France. Mais c'était bien, c'est comme ça que le sport, ça se vit, ça se partage, et c'est super. Et quelques éléments sur comment on va chercher les publics, qui même avec tous ces dispositifs, c'est eux où c'est plus compliqué. On évoquait sur les personnes en situation de handicap. Et donc on a un sujet, comment les aider à venir sur les sites. On ne va pas faire aujourd'hui le procès de l'état de notre réseau de transport, il est exécrable. Également parce qu'il est très ancien. Et donc, mais nous avons évidemment des mesures pour le renforcer. Il y a la question de la facilitation de la mobilité des personnes en situation de handicap pour rejoindre ces points de festivité ou les lieux de compétition. Il y a, et nous comptons beaucoup dessus,
tous les partenariats qui sont noués dans les communes avec, par exemple, les centres de loisirs. Il y a tous les travaux que nous faisons préalablement avec les scolaires. Tu vas en citer un exemple. Il y a plein d'autres initiatives géniales qui naissent dans la tête des enseignants, en collaboration avec les associations sportives et culturelles de proximité. Il y a le sujet des personnes en situation de précarité qui sont évidemment éloignées de ça. Nous travaillons déjà avec les acteurs sociaux pour construire des parcours de découverte de ce qui va se passer, comment en profiter. Je ne sais pas si on y arrivera, parce que c'est à la fin que nous pourrons collectivement en juger. Mais je crois que vraiment, dans la tête de tous les partenaires, État, collectivités territoriales, Paris 2024, les fédérations sportives, le mouvement sportif en général, il y a une envie que ce soit la fête pour tout le monde, que chacun puisse la vivre à l'endroit où il le souhaite et où il le peut, mais qu'il puisse la vivre, y compris de ne pas la vivre s'il a envie de partir en vacances, ce qui est quand même arrivé à un certain nombre de personnes fin juillet. Eh bien, on va essayer de faire une fête magnifique. Et nous, notre boulot, c'est d'aller chercher tous ceux qui ne peuvent pas pour des raisons de discrimination monétaire ou pour des sujets de découverte culturelle et de réticence, etc. On va, sans vouloir forcer personne, on va aller chercher tout le monde pour faire la fête. Cette fête, Marie-Amélie Le Fur, comment est-ce qu'on la prolonge et l'entraîne aussi sur les Jeux paralympiques ? Déjà, en parlant, on sait très bien que la relation des Français avec les Jeux paralympiques, elle est beaucoup plus éloignée que la relation des Français avec les Jeux olympiques. Donc on a besoin, là, dans l'année quasiment qui nous reste avant cette cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques, de donner à connaître les grands visages de cette équipe de France paralympique. Parler des sports, faire en sorte que nos sportifs y pèsent plus médiatiquement. On a aussi besoin de rappeler aux Français ce que sont les Jeux paralympiques. C'est quoi les Jeux paralympiques à Paris ? C'est des Jeux paralympiques qui vont utiliser les mêmes enceintes, les mêmes arènes sportives absolument extraordinaires que nous propose le concept de Paris 2024. C'est tout ce qu'on aime dans le sport, de la victoire, des défaites, des cris, des larmes, des pleurs, de l'engagement, du dépassement de soi, mais effectivement avec des protagonistes qui sont porteurs d'une situation de handicap. Et vraiment, quand on écoute les gens qui ont eu la chance d'aller aux Jeux paralympiques, et je ne vous parle pas des athlètes ou des personnes qui sont engagées émotionnellement, personnellement, mais des gens qui un jour ont franchi le pas, ils sont ressortis grandis de cette expérience parce qu'ils ont découvert vraiment des valeurs très simples, tout ce qu'ils aimaient dans le sport, mais avec le supplément d'âme des Jeux paralympiques que je ne pourrais pas vous décrire, mais en tout cas que je ne peux que vous inviter à venir découvrir dans un an. Et pour ça, le COJO, parce qu'il faut aussi rendre au COJO tout le travail qu'il a fait, a vraiment eu cette ambition d'avoir une billetterie populaire, accessible pour le grand public et faire vraiment en sorte que cette billetterie des Jeux paralympiques, elle soit attractive, déjà dans les tarifs, puisque le tarif d'entrée est à 15 €, 50% des billets seront vendus à moins de 25 €, et vous avez aussi un pack famille pour faire en sorte que quand vous achetez des billets adultes, vous ayez des billets enfants qui soient à tarif réduit, parce que l'idée aussi de ces Jeux paralympiques, c'est de marquer une génération. Qui dans la salle n'a pas dans son enfance ou dans sa jeunesse un souvenir sportif ? Je regarde la salle, on partage peut-être le même souvenir de 98, je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, je me souviens où j'étais et ce que j'ai ressenti. Et l'idée, c'est qu'avec les Jeux de Paris, on marque la nouvelle génération. Et au travers de ces Jeux paralympiques, ça a été très justement dit par Emmanuel Grégoire, qu'on ancre un regard nouveau de ces jeunes sur le handicap, qui voient finalement une sémantique positive, une sémantique du dépassement de soi, une sémantique du vivre ensemble, que l'on a un petit peu de mal, en tout cas sur ma génération, à faire vivre, parce qu'il faut changer les codes avec lesquels on a été élevé ou éduqué. Voilà. Et donc là, c'est vraiment une chance pour notre jeunesse, dès le plus jeune âge, de leur ancrer des souvenirs vraiment très beau et lié à une sémantique positive de la situation de handicap. Pour le dernier volet de questions dans les dernières minutes qui nous restent, je voudrais me reconcentrer sur cette notion d'héritage qui était donc à la base de ce projet des Jeux. Vous parliez tout à l'heure très justement de ces nouveaux dialogues qui s'étaient noués à l'occasion de ce village des médias et on imagine de beaucoup d'autres projets. Quel type de dialogue il faudrait faire perdurer ou n'existe pas aujourd'hui et il serait important de continuer à nouer à l'avenir, vous, maire, tel que vous le percevez ?
Déjà, je pense que ce qu'on peut dire de Paris 2024, c'est que c'est un événement qui est fédérateur. Déjà, il suffit de regarder sur cette tribune, on est 3 représentants de la vie politique, on n'a pas les mêmes idéologies, on n'est pas des copains de la vie politique, si on peut dire ça comme ça, mais pourtant, on sait se mettre main dans la main, bras dessus, bras dessous, pour travailler et porter des projets. Je pense que c'est le cas aussi avec la présidente de la région, le président de la métropole du Grand Paris, et demain, ça va être un des enjeux, c'est de continuer à travailler main dans la main pour porter des initiatives. On parlait tout à l'heure du dispositif 1, 2, 3 nager sur ma ville et puis aussi en Seine-Saint-Denis. On en parle régulièrement avec le président Troussel. C'est ce type de dispositif qui a été lancé grâce aux Jeux de Paris 2024, mais sur lesquels nous devrons continuer de travailler pour qu'après les Jeux, ça soit aussi un nouvel héritage et des nouveaux dispositifs que nous devrons lancer pour les pérenniser dans le temps. Parce que si tous ces dispositifs lancés grâce aux Jeux s'arrêtent le 8 septembre 2024, eh bien c'est là où on aura loupé, sans doute, l'héritage immatériel de ces Jeux, alors que non, on devra travailler avec le CNOSF, avec le CPF, avec tout le monde pour pouvoir pérenniser ces différents dispositifs et pouvoir répondre aux enjeux qui seront toujours présents après les Jeux de Paris 2024. Il y a une composante financière et économique, effectivement, dans tout ce que vous mentionnez. Les retombées économiques que vous attendez pour la Seine-Saint-Denis, est-ce que vous êtes en mesure de les chiffrer ? Très difficile de dire comment évaluer à moyen ou à long terme les retombées économiques. Ce que je vois aujourd'hui, c'est effectivement la capacité que nous avons à porter des projets autour de l'insertion, des activités de formation, d'emploi pour des publics qui sont parfois éloignés de l'emploi, et que forcément le surcroît d'activités liées au jeu, que ce soit dans la phase des chantiers, de l'organisation où il faudra, dans les domaines de l'événementiel, de la logistique, des transports, de la sécurité, faire appel à des personnes souvent demandeuses d'emploi. Bon, donc... Et puis, encore une fois, la transformation du territoire, le changement de son image, oui, j'espère bien, je compte bien que ça permette de développer encore l'attractivité du territoire. Mais vous savez, ce qui caractérise la Seine-Saint-Denis, c'est plutôt depuis déjà plusieurs années un fort développement économique. Chaque année, la Seine-Saint-Denis, elle est dans le top 5, top 10 des départements créateurs d'entreprises. On est le 3e contributeur au niveau national à la TVA. Notre sujet, c'est pas le développement économique, c'est de faire coïncider le développement économique et la demande d'emploi. Et donc ça, c'est des enjeux de qualification, de formation et d'insertion. Ce que je voulais ajouter par rapport à ce que vous disiez, c'est que bon, il faut espérer, et en tout cas, il faut agir. Moi, j'essaierai d'y contribuer comme responsable politique, comme élu local en Seine-Saint-Denis, que l'esprit des Jeux puisse se prolonger au-delà des Jeux, parce qu'il y a quand même des enjeux dans le Grand Paris et en Île-de-France pour lesquels il faudrait que nous soyons capables de continuer d'agir de manière regroupée et fédérée. Je pense par exemple à la question des autoroutes urbaines en Île-de-France, dont aujourd'hui on ne sait pas finalement... parce que l'État qui est censé en être propriétaire n'a plus forcément beaucoup les moyens, parce que ce n'est pas de la responsabilité de telle ou telle collectivité, et pourtant on sait que face aux défis climatiques, aux enjeux d'aménagement urbain, c'est une question qu'il nous faut traiter ensemble. La question du périphérique, par exemple, sa transformation, c'est un enjeu qui doit dépasser la ville de Paris, telle ou telle autre collectivité, parce que, encore une fois, c'est un enjeu d'aménagement, c'est un enjeu qui est lié aussi à la lutte contre le réchauffement climatique. Donc moi j'espère qu'on sera capable, alors peut-être que là, grâce à un objet unique, grâce à des institutions que nous avons créées pour ça, on a été capable de se rassembler, de mobiliser des moyens, mais je crois qu'il y a cet enjeu-là. C'est pas la grande spécificité française que de se rassembler, de trouver des compromis et des consensus. Bon, et pour un événement comme celui-ci, on l'a fait. Il faut être capable de faire perdurer cet esprit-là. Alors, la journaliste que je suis a très envie de vous demander si vous avez des indicateurs chiffrés et tout ce genre de choses. Néanmoins, face aux 3 minutes qu'il me reste, je voudrais me tourner vers vous, Marie-Amélie Le Fur. On comprend en tout cas ce que sont des JO réussis pour vous sur votre territoire en Seine-Saint-Denis. Pour vous, Marie-Amélie Le Fur, des JO paralympiques réussis, qu'est-ce que c'est ?
Alors les JOP, parce que pour nous la réussite aussi de la venue des spectateurs en situation de handicap sur les JO, où on aura le flux le plus important, est essentielle. Donc la réussite globale des JOP, je vais m'inscrire dans les 2 interventions précédentes. Déjà, c'est cette dynamique du réseau qui doit perdurer. On a vraiment eu une capacité à travailler ensemble pour faire nation derrière le sport, derrière ces jeux. Il faut que ça continue. Il faut aussi que la prise de conscience, la considération qu'on a eue, qui s'est traduite par des moyens financiers renforcés, par de nouvelles politiques publiques en faveur du sport dans le parcours de vie des personnes en situation de handicap. Tout cet élan, il perdure, il continue au niveau de l'État, mais aussi à l'échelle des collectivités. Bien évidemment, parce que n'oublions pas que les Jeux olympiques et paralympiques, c'est avant tout une compétition de très haut niveau. C'est des médailles. Voilà, il va falloir que notre équipe de France, elle performe, elle gagne des médailles, parce qu'une équipe de France qui rayonne, c'est une équipe de France qui pèse médiatiquement et donc qui concourt à ce changement de regard. Mais pour ça, et ça c'est peut-être un des derniers indicateurs, il faut que les stades soient pleins. Voilà, on a vraiment aussi besoin, pour valider la réussite des Jeux, que les stades des Jeux paralympiques soient pleins. Donc on a vraiment besoin de l'engagement de toutes et tous. Et les stades pleins, c'est la capacité à transformer des médailles d'argent en médailles d'or, des 4e places en podium. Donc on a vraiment besoin du soutien du public pour créer cette émulation, se faire nation par le sport. Et après, des indicateurs autour vraiment indicateurs plus sociaux et sociétaux de la vie des personnes en situation de handicap au quotidien. Et moi, j'aimerais vraiment que les politiques publiques, que les collectivités, que les opérateurs de transport s'engagent sur un agenda. Alors bien évidemment, pas 2024, mais 2030, 2040, où vraiment on fait accélérer l'accessibilité de notre pays. Parce que n'oublions pas que les personnes en situation de handicap, c'est 10 à 12 millions. C'est pas une minorité. Et que quand vous pensez l'accessibilité, c'est universel sur tous les champs du handicap. C'est le cas du village. Le village a vraiment pensé à toutes les formes de handicap. Et c'est aussi cette prise de conscience globale que l'on doit obtenir a posteriori de ces Jeux et faire vivre de façon intuitive dans le quotidien de chaque Français. Faire nation par le sport, je pense que c'est une très jolie conclusion sur laquelle je propose qu'on reste ensemble. Merci à tous. César, je te rends le plateau.